Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Je suis très content de vous retrouver et de vous présenter Olivier Goussard. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril. Alors vous êtes venu de l'Orléanais pour nous parler de votre livre « Un AVC m'a mis au tapis, je me suis relevé » aux éditions Kawa. Où vous racontez tout simplement comment tout d'un coup ça a arrêté de circuler à l'intérieur et votre vie aurait dû s'arrêter, mais finalement elle ne s'est pas arrêtée. Et vous allez nous expliquer comment ça se fait qu'on vous retrouve comme ça, bon pied, bon oeil, et la place quand même de la Providence dans cet état dans lequel vous êtes. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte de votre choix. C'est une fable qui s'intitule « Le grillon ». Après, je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette fable. Un pauvre petit grillon, caché dans l'herbe fleurie, regardait un papillon voltigeant dans la prairie. L'insecte ailé brillait des plus vives couleurs. L'azur, la pourpre et l'or éclataient sur ses ailes. Jeune, beau petit maître, il court de fleur en fleur, prenant et quittant les plus belles. Ah, disait le grillon, que son sort et le mien sont différents. Dame nature, pour lui, fit tout et pour moi rien du tout. Je n'ai point de talent, encore moins de figure. Nul ne prend garde à moi, l'on meilleur ici-bas. Autant voudrait n'existait pas. Comme il parlait dans la prairie, arrive une troupe d'enfants. Aussitôt les voilà courants, après ce papillon dont ils ont tous envie. Chapeau, mouchoir, bonnet servent à l'attraper. L'insecte vainement cherche à leur échapper. Il devient bientôt leur conquête. L'un le saisit par l'aile, un autre par le corps, un troisième survient et le prend par la tête. Il ne fallait pas tant d'efforts pour déchirer la pauvre bête. « Oh oh » dit le grillon, « je ne suis plus fâché. Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivant caché. » Pourquoi ce choix ? Parce que d'abord c'est un hommage à mes soignants. Parce que lorsque j'ai été en centre de rééducation, l'homme que j'étais a dû réapprendre à parler. Et Cathy l'orthophoniste, un jour est arrivée et m'a proposé une fable de La Fontaine. Comme j'habite Châteauneuf-sur-Loire, à Châteauneuf nous avons les fables de Florian. Oui. Florian a habité Châteauneuf pendant des dizaines d'années. Il a composé de multiples fables. Et j'ai réappris à parler avec les fables de Florian. Donc les soignants m'ont toujours montré les points positifs de mes progrès et non pas les points négatifs. À travers Florian, je souhaite rendre hommage à tous les soignants. Et puis, nous avons, avec la municipalité de Châteauneuf, créé un prix Florian, un prix de fables. Et après avoir écrit ce bouquin, je vais écrire des fables parce que j'ai déjà les deux morales. Il faudra que je trouve les fables. Alors, la première morale est la suivante. Prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Ça, c'est une phrase que je me répète tous les jours. Il va falloir, comme c'est la morale, il faudra que j'écrive la fable. Deuxième morale, l'épreuve ne change pas le passé, elle ouvre de nouveaux horizons pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vis depuis ma guérison. De nouveaux horizons se sont ouverts pour moi et ils sont pour l'avenir. L'épreuve ne change pas le passé. Je vais donc écrire deux fables, une avec la première morale et une avec la deuxième morale. Je ne pourrais pas concourir au prix puisque je ne peux pas être à la fois juge et partie, mais ça me fera plaisir d'écrire une fable. Alors on va aider un petit peu les téléspectateurs pour savoir où on est, qui vous êtes en fait. Car l'homme que nous avons devant nous a eu une vie trépidante. Vous étiez donc notaire dans l'Orléanais. Oui. Et en même temps, vous étiez tombé amoureux fou de la montagne. Depuis que je suis tombé dedans depuis que j'étais tout petit. Alors j'ai eu la chance d'avoir... mes parents m'ont emmené tout petit à la montagne. Et les amis de mes parents, qui étaient des grands montagnards, m'ont fait faire les premiers sommets. Ensuite, j'ai eu la chance, avec des guides de Val d'Isère, de faire de très beaux sommets. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer les chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice. Et dans les chasseurs alpins, j'ai acquis une expérience montagnarde assez importante. Et puis, pendant mes années de fac, heureusement, la fac nous laissait de nombreuses vacances. Vacances utilisées à la montagne. Uniquement ? Pratiquement uniquement, oui. Et donc, vous avez poursuivi cette passion pendant toute votre vie. Oui, et j'ai eu la chance de faire des raids à ski assez importants, des 6000 dans les Andes, et même dans l'Himalaya, les 4000 des Alpes, le Mont Blanc plusieurs fois. Donc, quand vous parliez d'horizon, là, il y a 2 minutes, ça, vous savez ce que c'est, quoi. Voir loin, ça va.
être tout d'un coup dans un désert minéral, vous savez ce que c'est aussi. Tout à fait, oui. Côtoyer le danger, savoir qu'à un moment, il faut s'arrêter, parce que même si on est à 100 mètres du but, ben, c'est les 100 mètres qui peuvent gentiment arrêter. Ça m'est arrivé à la Concagua, qui fait presque 7000 mètres. Avec mon guide, je me suis arrêté à 100 mètres du sommet. Et lui aussi, il n'en pouvait plus. On s'est arrêtés tous les deux, on est redescendus. Et vraiment, c'était une expérience de renoncement extraordinaire. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque-là, vous étiez un tout petit peu tête brûlée? Oui, tout à fait, oui. Et pourtant, vous étiez notaire, vous étiez marié, vous étiez père. Ça n'empêchait pas d'être un petit peu... Au contraire, même ça me permettait d'animer cette vie de juriste. Relâcher un peu la pression? Oui, vrai. Vous couriez après quoi? Après la beauté. Après les nuits passées dans la montagne, à écouter le silence et les glaciers craquer. C'était leur vie. Aujourd'hui, les glaciers ne craquent plus. Ils sont en train de mourir. Il faut monter plus haut. Oui, il y a le danger aussi, hein? Un peu, oui. Vous aimiez vous frotter un peu au danger? Tout à fait. Pourquoi? Peut-être qu'au fond de mon cœur, de ma vie, j'aimais bien voir la limite du vide, la limite de là où il ne faut pas trop aller. Pour vous sentir vivant? Sans doute. Et qu'est-ce qu'on voit au bord du vide comme ça? On voit sa responsabilité, puis on voit la responsabilité de celles et ceux qui sont avec moi encordés. Et ça change quoi après, dans la vie ordinaire? Quand on revient dans l'Orléanais? J'ai toujours dit à mes amis qu'il était plus difficile de traverser un champ de betteraves au mois de novembre que de monter au sommet du Mont Blanc. Ça, c'est pour le moral, ça. Oui. Ou bien parce que la terre colle un petit peu? Oui, tout à fait, oui. Et justement, ces vies de montagne, pour partager avec des amis des choses extraordinaires. On parlait des 2 minutes du Mont Blanc. Quand on monte au Mont Blanc, tout le monde dit que c'est facile, mais ce n'est pas vrai. Il y a 2 moments difficiles au Mont Blanc. Quand on sort du refuge, on commence par gravir pendant 2 heures une porte assez facile. Après, on arrive à un coin qui s'appelle le refuge Vallot. Et là, ça commence à devenir difficile parce qu'on est à 4200 mètres. Il commence à faire froid. Et il y a du vent. Le moral commence à baisser. La respiration n'est pas excellente. Et là, il faut utiliser toutes ces armes pour convaincre celui ou celle qui est avec moi de continuer jusqu'au sommet du Mont Blanc. Puis la fin est un peu raide parce que c'est souvent glacé. À droite, il y a 4000 mètres, il y a Courmayeur. À gauche, il y a 4000 mètres, il y a Chamonix. C'est pas très large, il faut faire attention. Et on est récompensé par le sourire qu'on peut partager au sommet du Mont Blanc. Et la peur, vous l'avez connue? Oui, plusieurs fois, oui. Et elle était utile pour... soit pour être renoncer, prudent? soit pour se rendre compte de ses responsabilités. Madame pensait quoi de tout ça? Mon épouse Martine, elle m'a toujours laissé très gentiment faire ça. Et vraiment, elle a été formidable. Elle m'a toujours laissé partir en montagne. Votre métier de notaire, vous cherchiez quoi là-dedans? C'était quoi votre vocation? La paix. J'ai toujours été un homme de paix. Et ce qui m'intéressait, c'était la paix dans les familles, la paix dans les contrats. Et votre vie de foi là-dedans, ça vivotait? Alors, avant mon AVC, culturel? j'avais une foi administrative. Oui. Donc, administrative et mondaine, donc qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Alors, on arrive à ce moment où vous avez un AVC. Alors, quel âge avez-vous déjà à ce moment-là? J'ai 66 ans. D'accord, c'est la retraite. C'est la retraite, c'est la veille de la retraite. Vous êtes sportif? Sportif et puis La montagne, le vélo? la montagne, le vélo, La santé plutôt bonne, les artères sont pas bouchées? non rien. Cholestérol, il n'y a que le bon. Non, il y en avait pas. Et qu'est-ce qui se passe alors? Alors, pas de chance, la carotide se coupe en deux, se fend, et normalement c'est les 4 planches. Et aux chances, ça n'est pas arrivé. Et est-ce qu'on sait pourquoi tout d'un coup il y a eu cette rupture? Personne n'a jamais su, mais c'est pas grave ça. Ça n'a aucune importance. Alors dans le livre vous dites que c'est malfaçon, hein, vous avez accusé Malfaçon, votre mère oui. de malfaçon. Malfaçon peut-être. Ma pauvre maman, qui n'est plus là, mais elle n'y peut rien, mais c'est pas... Et votre père est venu galamment à sa rescousse en Oui. disant qu'on pouvait parler quand même de prescription. Tout à fait. Donc ça vous tombe dessus, les secours sont là. Non, les secours ne sont pas là tout de suite. Alors, appelé en anglais un pompier italien, ils ont envoyé à la grande échelle. Mais heureusement, on a eu de la chance parce qu'on a réussi à faire venir une ambulance et direction l'hôpital de Florence parce qu'on était en Italie à ce moment-là. C'était avec tous nos enfants et tous nos petits-enfants pour nos 40 ans de mariage. Oui. Direction l'hôpital de Florence. Et là,
8 jours difficiles, surtout pour la famille, parce que moi, j'étais un peu dans le coltard, donc je ne me suis pas rendu compte de grand-chose. Difficile pour mon épouse qui venait tous les jours, pour les enfants, ce n'a pas été facile pour eux. Et donc là, vous parliez tout à l'heure de voir un petit peu la limite, le ravin. Donc là, vous étiez au-dessus du ravin. Ah oui, vraiment là, oui. Ça fait peur? Oui, je me suis rendu compte assez vite que, comme tout le côté gauche ne bougeait plus, je me suis dit, merde, c'est la chiasse. Ça va mal se finir, cette affaire-là. Et vous avez appelé le bon Dieu à ce moment-là ou pas encore? Pas encore, c'était quand je suis revenu à Orléans. Donc vous êtes en Italie, vous vous rendez compte que c'est mal parti? Oui. Que votre pronostic vital, comme on dit aujourd'hui, il en est où? Vous allez vous en sortir ou pas? C'était pas sûr, parce que j'ai fait un œdème. Donc, Au cerveau? Au cerveau, oui. Et ça, je me suis rendu compte assez rapidement. Donc, parce que c'était quelque chose qui me rendait vraiment incapable de m'exprimer, incapable de bouger. Oui, parce que ça presse en fait des parties Oui. cérébrales qui font que on n'arrive plus à faire ce qu'on fait normalement. Vous aviez déjà connu un petit peu ça, comme on a parfois quand on va en haute À altitude? 6000 mètres à la Concagua, j'avais connu un début d'œdème. Et là, c'est facile parce qu'il suffit de redescendre et ça se guérit en 5 minutes. Par contre, là, c'était plus compliqué ça ne marchait pas. Et là, c'était un Everest qui était devant et on ne sait pas par quelle boule prendre. Oui, ou l'opération. Mais les opérations, là, c'est un petit peu dangereux. Il est parti comment, l'œdème? Peut-être que là-haut, il a décidé qu'il ne voulait pas de moi. D'accord. Alors après, on vous retrouve en France? Après, on revient en France en avion. Alors, un truc assez drôle en avion, parce que j'occupais avec mes 2 infirmiers tout un rang. Et devant mon rang, il y avait d'autres gens. Et puis le rang d'avant, il y avait encore d'autres gens. Et ceux du rang d'avant, à un moment, se retournent, je les ai entendus, se retournant. Vous croyez que le type derrière vous, il est contagieux? Alors, quand il y en a qui est allé pisser, je l'ai arrêté, je lui ai dit, je vous filme ma contagion. Et alors, on s'est séparés bons amis, parce qu'il s'est excusé. C'est vrai que là, on voit le monde autrement, à partir du moment où on est... Et puis alors, coincé. au retour, c'était un peu difficile, parce que j'ai entendu le pilote qui disait, on survole le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, c'était fini. C'était la dernière fois, 8 jours avant. 8 jours avant. 15 jours avant l'AVC. Mais c'est pas grave. Là, ça. c'était comme si c'était la mort d'une passion, en fait. Mais ça fait faire penser à plein de choses, des belles choses. Des rencontres? Comment? Des rencontres, Des rencontres relations. puis des sommets avec des gens qui étaient extraordinaires avec moi. Des guides et puis des amis. On a de la chance que votre mémoire n'ait pas été touchée. Parce Non. que... Donc là, ça a été Gloup. Gloup, le Mont Blanc, c'est plus jamais. Après l'hôpital d'Orléans, et le moment très difficile. Les premiers mètres en fauteuil roulant, ça c'est vraiment dur. Parce que ça, c'était le signe concret que c'était fini. Oui, c'est fini. Et puis c'est pour la vie. Eh ben non, eh ben non. Voilà. Vous voyez? Non, on ne peut pas dire ça. Ça m'a permis de rigoler le fauteuil roulant parce que quand on n'a qu'une main, cette espèce de truc, ça fait que tourner en rond. Bah oui, c'est Alors, le principe comme l'oiseau, avec une seule aile. J'avais trouvé des compères dans les couloirs. On avait décidé de se remorquer l'un l'autre. Alors on a réussi à se coincer on a réussi à se coincer dans un ascenseur qui s'arrêtait à tous les étages. Ah oui. Et alors la porte s'ouvrait et on tombait sur les mêmes personnes. Un peu Bonjour. excédés. Bonjour. On a réussi en persévérant de venir avec nous et de nous débloquer. Mais c'était un peu... Bah oui, quand vous dites c'est un peu drôle. Ça. Oui. Ah. Bon, heureusement, vous continuiez à rire un petit peu quand même. Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous retrouve comme ça? Est-ce que... alors, vous deviez me parler du bon Dieu aussi. À un moment, vous l'avez appelé au secours ou pas? Oui. Parce que vous parlez de sommet. Lui, il était comme ça, sur son sommet à vous regarder, ou vous avez senti qu'il était finalement... Non, il est venu me rendre service. Quand j'étais au centre de rééducation à Beaugency, avec quelques amis, on avait monté un groupe de prière. Et ça, j'avoue que ça m'a rendu un service... parce que les nuits sont longues, alors le chapelet, ça permet de s'endormir et de passer le temps. Et là-haut, je l'ai engueulé un peu. Alors il m'a répondu un jour, il m'a dit, j'ai pas besoin de toi là-haut, tu vas mettre le bazar. Alors cette vie de foi, j'ai réussi à la retrouver depuis que j'ai retrouvé une certaine autonomie, parce que dès que j'ai récupéré mon permis de conduire, ma première chose a été de filer à Chamonix. Dans la vallée de Chamonix, à la Flatière, il y a un foyer de charité. Oui. Et c'est un lieu extraordinaire, un lieu de foi, un lieu de repos, de l'âme, de l'esprit et du corps. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, des pèlerins comme moi, des accompagnants qui m'ont fait réfléchir à ma vie de foi,
qui m'ont rendu une vraie foi, profonde et sérieuse. L'Olivier d'avant, il avait une foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une foi administrative qui n'avait aucun intérêt. L'Olivier d'aujourd'hui, grâce à la Flatière, grâce aussi, parce que j'habitais à côté de Saint-Benoît-sur-Loire, au père Patrice, qui est un des moines de Saint-Benoît, que je vois régulièrement et qui me remet dans le droit chemin, avec qui j'ai des moments de réflexion exceptionnels. Votre vie a vraiment changé. Complètement, oui. Alors, sur le 4e de couverture, vous mettez « Mon cher Olivier, et si cet AVC avait été un privilège ?» Oui, ça, c'est une personne très respectable qui m'a dit ça. C'est un peu costaud comme phrase. Oui, oui. Alors j'avais deux solutions, soit je l'engueulais, soit je réfléchissais. Et effectivement, cet homme, qui est un homme de foi, un homme de grande valeur, il avait raison de me dire ça. Ça m'a permis de réfléchir. Et c'est vrai que cet AVC, d'un certain côté, a été un privilège, parce qu'il m'a permis d'abord de faire le point sur moi-même, de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés avant. L'Olivier d'avant était un vrai crétin. L'Olivier d'avant, il pensait que les psys étaient des malades mentaux. Aujourd'hui, l'Olivier d'aujourd'hui, il est content d'avoir les psys avec lui et à côté de lui. Notamment une qui s'appelle Hélène, une femme extraordinaire, qui d'ailleurs a fait un témoignage dans le bouquin. Hélène est psy et elle m'a sorti d'affaire. Elle m'a permis de surmonter toutes ces petites difficultés, qui ne sont que des petites difficultés. Mais elle m'a aidé à sortir de tout ça. Est-ce qu'on peut parler de combat spirituel ? Complètement, oui. Comment vous pourriez le qualifier ? Ce combat, je ne l'ai pas mené tout seul. Je l'ai mené avec d'autres. D'abord avec mon épouse, avec des prêtres, avec des amis avec lesquels on va faire des retraites. Et c'était pour lutter contre la désespérance, par exemple ? Non, pas pour lutter, pour en sortir, parce que j'ai la chance d'être vivant. Et donc pour témoigner que la vie est belle, puisque c'est mon dernier chapitre, et effectivement la vie est belle. Et je suis heureux de pouvoir en témoigner. Est-ce que de temps en temps, vous avez un petit nuage sombre qui revient et qui essaye de vous faire redescendre, de vous faire douter, de vous faire regretter, de ne pas être comme avant, de ne pas pouvoir faire autant de vélo qu'avant, de ne pas pouvoir skier, monter sur les sommets ? Non, parce que comme je suis un peu un homme de défi, j'ai réussi à reskier. Et j'ai réussi à remonter sur des sommets avec des crampons, avec un copain guide, qui a vraiment joué son métier de guide. Quand je l'ai appelé, il m'a dit « Olivier, j'arrive ». Je lui ai dit « Là, tu vas vraiment être le guide. » Même si le bras ne suit pas trop, si la jambe, il ne faut pas trop compter dessus, pas grave. C'est pas grave ça. On y va. On y va, puis on verra bien. Prendre le risque d'échouer, c'est se donner une chance de réussir. Et j'ai pris les risques d'échouer plusieurs fois. Et quand j'ai vraiment échoué, c'est que j'avais mis la barre un peu trop haut. Et quand je ne la mets pas trop haut, et par exemple, dans 8 jours, je vais essayer de refaire du ski de fond. À mon avis, je vais me casser la gueule. On va bien rire. Parce que le ski de fond, ils sont larges comme ça. L'équilibre ne va pas être facile, mais on va bien rigoler. Je pars avec un bon ami qui va me relever et on en sortira en rigolant. Qu'est-ce que vous aviez, entre guillemets, un peu trop laissé de côté dans votre vie d'avant ? Les autres. J'étais effectivement un peu égoïste. Pas dans mon métier, parce que comme je le dis, j'avais un métier d'homme de paix. Oui. Et j'aimais bien les autres. Dans mon métier de notaire, je crois que j'ai bien aimé les autres. Mais aujourd'hui, je les vois différemment. C'était plus donc dans votre vie de couple, votre vie de famille aussi ? Peut-être, oui. Alors, il y a des expériences que j'ai pu mener depuis que j'ai eu cet AVC. Quand j'ai traversé ma petite ville de Châteauneuf en fauteuil roulant, c'est pas facile, ça. Non. Alors les gens surtout viennent que tout le monde vous connaît, hein, oui, c'est le notaire. Les gens viennent me voir, et comme un imbécile, ils me disaient « Olivier, tu vas pas si mal que ça ». Je les renvoyais dans leur but, en disant « Mais non, t'es con, parce que tu vois bien que je suis dans un fauteuil ». Et là, j'avais tort de dire ça. Je pense que la réaction n'était pas la bonne. Ah oui, mais comme dit l'autre, on fait ce qu'on peut. Hein. Et quand on vous croise, on ne sait pas trop quoi dire non plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu dire en vous croisant ? Un sourire, tout simplement. Même avec les masques, moi j'ai appris à regarder les gens dans les yeux. Et ça, on reconnaît les sourires, on reconnaît les gens qui sourient, même avec le masque. Et côté foi, dans votre paroisse par exemple, vous êtes un petit peu plus présent maintenant ? Oui, parce que j'ai repris des activités de catéchèse pour adultes. Ça, c'est passionnant. Comme j'ai bien récupéré, comme la tête tourne bien, grâce à la médecine, j'ai repris plusieurs activités. J'ai été élu comme conseiller municipal. J'ai même repris des activités de médiateur. Je suis retourné sur les bancs de l'école. Moi, le prof de fac, ça m'a fait drôle de me retrouver sur les bancs de l'école à passer un examen. Ça date de combien de temps cet AVC ?
Maintenant, il a 5 ans. Et c'est comme, on a l'impression que c'est pas une progression comme ça, mais comme des marches. Il y a des petites marches, oui, step by step. Et il y a des rechutes de temps en temps. Physique, pas trop. Morale, ça arrive, oui. Mais la chute ou l'échec physique, ça permet de dire qu'on est vivant, voilà. Et c'est pareil, le souvenir, ça permet de dire j'ai le souvenir, donc je suis encore là. Je peux même m'appuyer sur ce souvenir pour avancer. Et alors, le Dieu que vous avez un petit peu morigéné, aujourd'hui, quelle est votre relation avec lui? Elle est profonde. Grâce à mon épouse, grâce à mes amis qui m'accompagnent sur ce chemin de foi, des amis prêtres, l'évêque d'Orléans, qui est un homme extraordinaire, Jacques Blacard. De temps en temps, quand on se voit, il me fait un petit clin d'œil. Il vient me demander des nouvelles. Et il me pousse à bien approfondir ma vie de foi. Et puis le Père Patrice de Saint-Benoît. Ça, ce sont des hommes et des femmes extraordinaires. Et est-ce qu'avec vos enfants, vos petits-enfants, vous arrivez à transmettre cet amour de la vie, cette foi? Ben, j'essaie. Ça, c'est un autre défi, hein, vous Oui, c'est parliez un de autre défi défi, tout à l'heure. oui. Avec les petits-enfants, j'essaie en tout cas. Et je leur ai dit que cet hiver, on va aller faire du ski ensemble. Je leur ai dit qu'on ferait la course. Ils ont intérêt à se préparer parce que je vais gagner. Ils ont quel âge? 12 ans, 10 ans, 8 ans, 4 ans et 2 ans. Ouais, il faut se méfier quand même. Hein. Oui. Oui, la vie de foi avec les enfants, c'est toujours plus difficile. On arrive à en parler un petit peu, oui. Avant, vous n'en parliez pas du tout. Pas du tout, non. Mais vraiment, la personne avec laquelle je partage ma foi, c'est avec mon épouse. Si on regarde les années qui sont devant nous, pour votre vie de foi, qu'est-ce que vous vous êtes donné comme défi? Tout simplement, pouvoir en parler ou pouvoir en témoigner. Comme vous le faites en ce moment ici. Ce que n'aurait pas forcément fait l'Olivier d'il y a 20 ans. Certainement pas, oui. Ben là, vous pouvez parler de cette rencontre. Hein. Oui. On arrive déjà à la fin de l'émission. C'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Bien volontiers. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 2. Ça va. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Être plus attentif aux autres. À nouveau, entre 1 et 10. 1. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? François. Pourquoi? Un homme de la nature. À nouveau, un dernier, entre 1 et 10. 10. Quelle est pour vous la plus belle fête? Sans doute le jour de Noël. Pouvez-vous nous dire pourquoi? C'est la fête de l'espérance. Et le monde en a besoin? Moi, j'en ai besoin. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire en un mot ce que vous avez cherché à nous dire dans ce livre? Un AVC m'a mis au tapis, je me suis relevé, aux éditions Kawa. Simplement que la dernière phrase du livre, l'épreuve ne change pas le passé, elle ouvre les horizons de l'avenir. Et que devant moi, depuis cet AVC, j'ai des horizons exceptionnels et extraordinaires. Horizons de foi, horizons de relations humaines, horizons pour mon corps. Super. Bah, vive la vie. Hein. Oui, et la vie est belle. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Cyril. D'être venu nous partager tout cela en venant d'Orléans, grâce à votre super voiture automatique avec volant. Vous pouvez gérer ça avec une main. Chapeau. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite évidemment à partager cette bonne nouvelle, ce beau témoignage grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine, tout en remerciant l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission. À la semaine prochaine.